Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Sur les racines de la violence et ses conséquences en REPUBLIQUE. Centrafricaine. 11. Introduction. Depuis la nuit du 23 mars 2013, le peuple centrafricain a fait un autre genre d'expérience qui est venu s'ajouter à d'autres expériences déjà vécues dans le passé. Cette fois-ci, elle laissera sur la langue du centrafricain un goût amer jamais connu auparavant. La République centrafricaine a basculé dans des violences telles qu'elles ne peuvent être comprises par le commun des mortels, balayant tout sur leur passage comme un tsunami. L'expérience de l'invasion totale du territoire centrafricain par des groupes de rebelles dénommés Seleka 1 a jeté sur le sol centrafricain sa cohorte de destruction sans limite des vies, de dignité humaine et des infrastructures. Le régime instauré par ces groupes est jalonné de tueries, de viols, de pillages, d'exactions et de destructions sur tous les plans, etc. L'exaspération a été telle qu'un autre groupe, dès le début du mois de septembre 2013, pour parer au plus pressé et qui par la suite n'a rien à envier au premier groupe, a aussi vu le jour. Il s'agit des Anti-Balaka. Ces groupes se sont constitués vers le nord du pays, dans la préfecture de l'Ouham-Pendé et plus précisément selon certaines sources, aux environs de la ville de Bosangwa. Ils se considèrent totalement invulnérables. Selon les responsables, Anti-Balaka est le diminutif de Anti-Balaka, Kalachnikov. Leur objectif était de barrer la route à la Seleka. Avec l'apparition de ce deuxième groupe, la violence a réellement atteint son summum en Centrafrique. Un concept qui, au premier degré, peut être traduit par alliance. 12. Des deux côtés, ces différents groupes s'en donnaient à cœur joie et ont contribué à la déstabilisation totale de la République centrafricaine sur tous les plans. Ce travail a pour objectif d'essayer de comprendre si la République centrafricaine recèle en elle-même, dès son émergence, des germes de violence, ou bien la violence a été un phénomène qui s'est inscrit dans ce pays par le vouloir des fils du pays ou bien encore il s'est toujours inscrit de manière extrano. Il n'est pas question ici de justifier le fait de la violence mais plutôt de nous interroger sur le comment ou la manière par laquelle la notion de violence a pris possession dans la vision existentielle de l'homme centrafricain. Dans le passé et de nos jours, la violence se présente comme l'un des grands problèmes de l'humanité. Ce phénomène est observé chez l'homme ainsi que chez les animaux qui l'utilisent pour leur défense. Dans l'histoire de l'humanité, la violence se manifeste toujours dans les actes cruels et destructeurs aussi bien que dans les actes généraux et créateurs. Ainsi, l'histoire nous offre des témoignages frappants d'actes de cruauté et de destructivité redoutables dans le monde et ce phénomène se produit sous plusieurs formes aussi. Dire qu'il n'existe pas en Centrafrique, c'est intellectuellement fausser le débat. Il ne s'agira non plus de description de la violence dans ce travail, mais plutôt de porter un autre regard sur le phénomène de la violence politique et ses conséquences à travers les yeux de ceux qui l'ont vécu et expérimenté. 13. C'est une autre façon de libérer la parole dans la recherche des vecteurs principaux de sa manifestation. Toutefois, chercher à établir l'origine de la violence dans l'histoire de la République centrafricaine n'est pas chose aisée et envisageable dans un tel projet. Cependant, essayer de situer la violence dans le parcours de vie de Lubangui Chari n'est pas toujours facile à faire, mais nous pouvons d'ores et déjà constater qu'elle est manifeste ou latente dans les différentes sphères de l'administration et dans les relations que les colons entretenaient avec les colonisés. La violence est un phénomène très complexe, souvent difficile à cerner. Elle se manifeste dans tous les domaines de la vie. Nous pouvons déjà en identifier 5 types principaux selon certaines études faites. Il s'agit de la violence physique, verbale, sexuelle, morale, psychologique et relationnelle. Ces types de violences ne se manifestent pas de la même manière. Cette énumération n'est pas exhaustive. Il peut exister d'autres formes de violence plus subtiles. 15. Chapitre 1. Sur les racines des prémices de la violence en République centrafricaine. Dans les récits et les documents écrits par les premiers colons et les historiens, l'hypothèse principale qu'ils ont en commun est celle de nous faire comprendre que le peuple centrafricain ne serait pas originaire du territoire oubangien, et qu'il serait venu d'ailleurs à cause des mouvements migratoires liés
au passage de troupeaux d'éléphants qui auraient ainsi divisé les tribus en marche, les innombrables querelles qui ont rompu au cours des migrations l'unité des anciens groupes, ce qui a valu aux colons et aux historiens de parler d'un peuple de déplacés. Cette tendance semble être confirmée à travers les paroles de Pierre Calque. De multiples légendes attribuent l'origine de ces mouvements récents à de vagues catastrophes naturelles. Tremblements de terre pour les uns, pluies diluviennes et inondations pour les autres. L'Ubangi présente tous les aspects d'un pays de réfugiés. Il constitue l'asile récent d'une multitude de fuyards provenant des 4 points cardinaux 3. Pierre Calque va aboutir à la conclusion suivante. Que aucune des races ubangiennes ne se donne comme. De Calque, Pierre, Réalités ubangiennes, Paris Berger-Levrault, 1959, page 29. 3 Ibidem. 16. Propriétaire initial du sol. La plupart ne l'occupent que depuis le siècle dernier 4. Dans cet ordre d'idées, Yaris Zoctizum souligne ce qui suit. Du XVIe au XIXe siècle, chassés par l'islam venant du Soudan puis par les razzias esclavagistes, les guerres intertribales et coloniales, de nombreuses populations venues de divers horizons trouvèrent refuge dans le pays centrafricain 5. Ces propos, quand bien même ne seraient que des simples hypothèses en l'absence des documents historiques viables ou autres matériaux fiables, ils ne sont pas sans intérêt. Ils permettent déjà la compréhension du socle événementiel, sur lequel a été fondé le peuple de l'Ubangi-Chari. Un peuple de déplacés, gardant toujours en lui des relents de frustration marqués par le traumatisme lié aux conséquences des catastrophes naturelles, des querelles et de rivalités entre les différentes tribus. Un peuple vivant sur des chemins de traverse 6. 4 Ibidem. 5 Zoctizum, Yaris, Histoire de la Centrafrique, tome 1, 1879 à 1959, Paris L'Harmattan, 1983, page 30. 6. Il faut souligner qu'il n'existe pas de peuple qui n'ait pas connu des migrations. C'est une donnée anthropologique. Il n'y a pas de société sans migration. L'histoire des civilisations en témoigne largement. Cette approche ne doit pas être vue sous l'angle d'une quelconque idéologie. Par conséquent, la notion de l'autochtonie a aussi ses limites. 17. I1 Le mode de vie du peuple ubangien avant l'indépendance. En cette période d'avant l'indépendance, est-il logique de parler d'un peuple centrafricain ? Nous nous trouvons dans un contexte existentiel de mutation aussi. L'appellation de peuple de l'Ubangi-Chari serait plus propice et adaptée. En nous référant aux thèses déjà soulignées en ce qui concerne le peuple de l'Ubangi-Chari considéré comme un peuple de déplacés, ou de réfugiés, celui-ci, obligé de cohabiter, fut appelé à se structurer en ethnie et en tribus. Pour posséder un mode de vie en commun, cela nécessite une organisation sur le plan communautaire. I1.1 Constitution des familles élargies, sur les bases ethniques. En fin de compte, nous sommes tenus à prendre en considération les récits des historiens soutenant le peuplement du territoire de l'Ubangi-Chari par des mouvements des peuples venus d'ailleurs pour se constituer en communauté. Il y a eu plusieurs migrations de tribus vers le territoire ubangien. En lisant Pierre Calque, celui-ci va parler de l'invasion des tribus. Ici, il serait important de ne pas considérer le concept invasion au premier degré qui consisterait à un envahissement d'une force militaire ou guerrière, mais plutôt comme une arrivée en masse des autres populations. Un phénomène classique de peuplement ou de repeuplement. Nous ne pouvons ni inventer les sources, ni changer l'histoire par une interprétation imaginaire de ce qu'elle a pu être. C'est pourquoi nous 18. Pouvons partir des informations et connaissances historiques disponibles. Pour cette phase de peuplement, Pierre Calque va plutôt parler des envahisseurs et il situe leur déplacement selon le temps en 5 périodes 7. La première période concerne l'invasion des Bayas, 1805 à 1830, qui venant du nord s'installèrent dans tout l'ouest Ubangi. La deuxième période fut l'œuvre des Mandjas, 1830 à 1860. Provenant d'Outre-Ubangi, s'implantèrent au nord au milieu du bassin de l'Ubangi et celui du Chari. La troisième période est celle des Banda, 1830 à 1900. Ceux-ci sont issus du Soudan anglo-égyptien. En fuyant les esclavagistes, ils pénétrèrent parmi les Bayas et les Mandjas pour aller s'installer à Bokaranga et Berberati.
La quatrième période est celle des Andés qui sont originaires de la région des Grands Lacs, 1840 à 1860. Ils prirent possession de l'Ouélé, du Mbomou et de la Waka. La cinquième période et la dernière selon Pierre Calque, fut celle des tribus bantoues du Haut-Congo qui, fuyant d'eux-mêmes les esclavagistes, vinrent se cacher dans les forêts de la Lobaye et de la Haute-Sangha, aux environs de 1860. 8. Setop.site, page 33. Confère la note 6. 8 Ibidem. Cette description de nos jours est totalement contestée par la nouvelle vague des historiens centrafricains. 19. Cependant, Yaris Zoctizum mettra plus l'accent sur la formation et l'organisation des ethnies. En fixant déjà la période de l'implantation des groupes ethniques sur le territoire de l'Ubangi-Chari, il fait 3 distinctions de leur constitution compte tenu des différentes zones occupées. 9. Il y a des groupes qui appartiennent à la civilisation de la forêt, d'autres à la civilisation des cours d'eau, et enfin à la civilisation de la savane. 10. Pour l'organisation des groupes en ethnie, il donne le regroupement suivant 11. Les Pygmées, ou Babinga sont considérés comme les premiers habitants de l'Ubangi-Chari. Les Goulas, les Kraish, les Binga, les Bongo, les Chala et les Pambia sont les occupants de la partie nord-orientale. Les Mbaka et les Lisongo sont actuellement les moins nombreux. Les Sara qu'on rencontre la plus grande majorité au Tchad, sont originaires du nord. Les Runga, les Bornouans, les Haoussa, les Peuls, les Fulbé et les Mebororos ont été pour la plupart islamisés et sont issus du Tchad et du Nord Cameroun. Ils se sont établis dans l'ouest et le centre-est. 9 Opsite, page 31. 10 Ibidem. 11 Ibidem. 20. Les Andés. Les Nzakara sont à l'est de l'Ubangi et on les trouve aussi au Soudan, en République démocratique du Congo et en Ouganda. Les Banziri, les Yakoma, les Sango, les Buraka, les Mbangi, les Dendi et les Mbongo se sont installés tout le long du fleuve Ubangi allant de Munguba à Bangassou et possèdent pour la langue, le Sango qui est la langue la plus parlée sur toute l'étendue du pays. Le Sango est la langue nationale de la République centrafricaine. Les Banda, les Mbougou, les Yakpa, les Langbassi, les Linda, les Yangwere sont vus comme les plus grands groupes ethniques les plus peuplés ainsi que les Jebaya Manja. À cause de leur population, ces derniers groupes ont toujours été dans tous les mouvements des révoltes paysannes. 12. En tenant compte de l'histoire, toutes les tribus sont fermement implantées sur le sol de l'Ubangi-Chari entre 1805 et 1900. Tous ces groupements ethniques échangeaient à travers les commerces et les trocs, en même temps qu'ils s'organisaient comme sociétés humaines à tous les niveaux. Cependant, ce qu'il faut retenir, c'est que ces tribus, en amont ou en aval, avaient vécu des situations migratoires cruciales, des situations de troubles dans tous les domaines de leur vie. Aussi, n'étaient-elles pas arrivées au bout de leur peine qu'un autre grand défi les attendait. Cependant rien. 12 Ibidem. 21. Ne leur a empêché de constituer des communautés sociales, claniques et familiales. Pour mieux appréhender les liens qu'elles ont tissés pour se renforcer malgré leurs différences d'appartenance et pour se prendre en charge, il est nécessaire de comprendre leur vision du monde. Le premier élément qui ressort est celui de la notion de famille. I1.1.1 La famille. La notion de famille est très complexe lorsqu'il s'agit de la définir selon les différentes cultures. On peut la définir aussi comme une vie commune de ceux qui habitent dans un même endroit, père, mère et enfants, qui ont possédé la même lignée, le même sang et la même race. Dans son sens étymologique, familia est défini comme un ensemble de traits ou de propriétés que possèdent en commun certains concepts, objets ou personnes et servant de cadre à la catégorisation 13. Dans le cadre psychologique, la famille est comprise comme une institution sociale fondée sur la conjugalité et les tendances maternelles et paternelles, dont la forme varie selon les cultures, monogamie, polygamie, polyandrie. Pour Norbert Silami 14, le but de la famille est la sécurité des membres et l'éducation des enfants, tout en soulignant que dans la famille, les enfants acquièrent. 13 Grand Dictionnaire de la philosophie, Paris, Larousse, 1991. 14 Silami, Norbert, Dictionnaire de la psychologie, Paris Larousse, 1967. 22. Le langage, les coutumes.
Les traditions de leur groupe. Ils élaborent leur personnalité, forment leur caractère et passent de l'égoïsme à l'altruisme. 15. Au vu de cette définition, nous pouvons dire que la famille est nécessaire pour le développement de la communauté. Elle est le premier lieu de la socialisation. S'il y a une cohésion dans la famille, il y a également évolution de tous les membres. La famille est une cellule de base et l'ensemble des cellules forment la société. La famille africaine est un modèle de solidarité à telle enseigne qu'il arrive à ce qu'un enfant appelle le frère de son père non pas oncle, mais papa ou papa cadet. De même, la tante est appelée maman ou petite maman. Cette famille est considérée comme une famille élargie, et cela en dit long sur les liens des familles élargies autour des anciens en Afrique, car c'est de la protection familiale que l'on reçoit une force vitale pour prolonger la lignée, cette lignée qui rassemble les vivants et les morts. Mais c'est également par elle qu'il y a l'expérience de l'identité par le fait qu'elle nous situe dans une généalogie qui est plus qu'une mémoire, une traçabilité lignagère. La famille élargie n'a pas disparu car elle est le lieu d'expression d'une solidarité à laquelle les Africains restent encore attachés. Les rapports de parenté ne sont pas seulement de nature mais de culture. 15 Ibidem. 23. I1.1.2 Les grandes valeurs de la famille. Pour plus de compréhension, il serait préférable de nous limiter à notre famille bantoue. Mieux encore, au lieu de parler de la culture bantoue, il serait de même préférable de parler de l'homme bantoue et de sa vision religieuse du monde. Il y a cet homme bantoue avec ses pensées, ses aspirations, sa synthèse mentale, son style de vie et sa culture. I1.2 La vie communautaire bantoue. En nous référant aux recherches de Moulago G.W. Asikala 16, la vision bantoue du monde est basée sur les éléments essentiels suivants. Le fait de vivre ensemble et l'éthique ontologique. I1.2.1 L'unité de vie et la participation. L'unité de vie ou union vitale se définit dans une relation d'être et de vie entre toute la descendance, à savoir la famille, le clan et Dieu. Il est question du lien qui unit les vivants et les morts. C'est le principe de la participation à une même réalité, à un même principe vital et vivifiant unissant plusieurs êtres entre eux avec l'ensemble généalogique 17. La vie du bantou est considérée par Moulago comme une participiable participée 18. Le membre de la tribu du 16 GW Asikala, Moulago, la religion traditionnelle des Bantous et leur vision du monde, Faculté de théologie catholique, Kinshasa 1980. Page 133, 136, 17 Ibidem, page 133. 18 Ibidem. 24. Clan. De la famille ne peut vivre marginalisée des autres et de la communauté. La vie a réellement un sens que si elle intègre toute la communauté. Cette manière de vivre inculque à la communauté tout entière une valeur sacrée, ainsi que la vie passée en son sein. En dehors des luttes entre les tribus, l'être humain occupe une place importante dans la cosmogonie bantoue. Selon Kenneth Konda, l'attitude à l'égard des êtres humains n'a pas seulement une fonction sociale. C'est une partie de la psychologie africaine 19, et il continue en disant que la société africaine a toujours été centrée sur l'homme 20. De même, Placide Temples a reconnu que dans la vision bantoue, l'être humain est au cœur de la création 21. L'homme est le point culminant de la création et les choses existent pour son bonheur 22. Plusieurs et divers mythes africains parlent de l'être suprême comme auteur de l'existence de l'homme et source de ses valeurs humaines 23. Quant à Joseph Kizerbo, il évoque une transcendance de l'homme comme fin ultime et non moyen dans la vision africaine 24. Dans la vision anthropologique africaine, l'homme n'est pas un être isolé. La vision communautaire est très 19 Konda, Kenneth, une politique pour l'homme en Afrique. Trad. Marc. Ledoux, André, Paris, Les bergers et les mages, 1970, page 28. 20 Ibidem. 21 Temples, Placide, La philosophie bantoue, Paris, Présence africaine, 1984, page 44. 22 Ibidem, pp 66 à 67. 23 Mbiti, John, Religion et philosophie africaine, Yaoundé, Clé, 1972, pp 102 à 106. 24 Kizerbo, Joseph, Les droits de l'homme en Afrique, Tradition et modernité,
consulté le 21 septembre 2014. En ligne. http://www.cedosmission.org/1314-les-droits-de-l-en- Afrique, tradition et modernité, page 5. 25. Forte et la vie de l'individu en dépend. Pour John Mbiti, dans la société traditionnelle, l'individu n'existe pas et ne peut pas exister seul, la vie n'est possible que de façon corporative. Chacun est redevable de son existence à d'autres hommes, y compris ceux des générations précédentes et à ses contemporains. Il n'est qu'une partie du tout. 25. C'est cette vision du monde que ces différents peuples avaient en commun et qui sera bouleversée par des facteurs qui leur seront totalement exogènes, tout en entraînant une perturbation dans son accomplissement. de l'éthique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.